Vous voulez intervenir tout de suite? Non, mais vous avez, vous avez mesuré la part de mythe dans ce que on vient. Donc, le mélange de réalité et de mythe, c'est magnifique, non? Vas-y, vas-y, Bon, allez, OK. allez. On y va. On est là pour travailler. Hein. Donc, alors, il m'a fait plaisir de vous présenter le professeur Maurice Godelier, qui, hier, comme l'a dit Marianne, s'est vu octroyer le doctorat honoris causa de l'Université de Montréal sur proposition conjointe des départements d'anthropologie et de sociologie. Un honneur parfaitement mérité. Alors, en guise d'introduction à son allocution, je serai bref et n'ai pas l'intention d'aborder ou d'exposer l'œuvre de cet éminent anthropologue français de réputation internationale. Je vais plutôt me borner à souligner certains points liés au thème qu'il va maintenant aborder. Les sciences humaines ou les sciences sociales sont plus nécessaires que jamais. Car au-delà de ses enseignements à l'École des hautes études en sciences sociales, pendant des décennies, et par-delà l'œuvre remarquable dont il est l'auteur, Maurice Godelier a été notamment de 1982 à 1986 directeur du département des sciences de l'homme et de la société du CNRS et, à ce titre, auteur du rapport sur les sciences sociales, les sciences de l'homme et de la société en France, analyse et propositions pour une politique nouvelle, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du rapport Godelier. En 2001, il a été aussi chargé de mission auprès du Premier ministre pour l'établissement d'un rapport sur l'état des sciences de l'homme et de la société en France et le rôle dans la construction de l'espace européen de la recherche. En 2001, il a été aussi un des contributeurs aux travaux du Conseil national du développement, dont est issu le rapport pour une politique des sciences de l'homme et de la société qui a apparu aux presses universitaires de France. Enfin, plus récemment, il a été l'un des architectes avec Jean Nouvel du musée du Quai Branly, aujourd'hui appelé le musée Jacques Chirac, afin de rendre accessible au plus large public les découvertes et les connaissances anthropologiques. Alors voilà qu'au moment de sa récente retraite de l'École des hautes études en sciences sociales, il vient éloquemment rappeler la solidité et la pertinence des sciences sociales, notamment de l'anthropologie, avec la publication de son imposant ouvrage ayant pour titre « Lévi-Strauss », dans lequel, par une lecture attentive et serrée, il montre les avancées de l'anthropologie pour rendre raison de ce que cette discipline prend pour objet. Également, avec la publication d'un livre sobrement intitulé « L'imaginer, l'imaginaire et le symbolique », dans lequel il s'emploie à montrer de façon extrêmement pédagogique, on connaît le professeur, hein, la pertinence, la fécondité et la rigueur de ces notions passablement galvaudées par certaines théories développées sous l'égide de la psychanalyse. Par ses récents ouvrages, il vient souligner, hors de tout doute, que les sciences sociales, comme l'anthropologie et la sociologie, font aujourd'hui preuve de rigueur dans l'élaboration de connaissances plus nécessaire que jamais pour comprendre un monde occidentalisé et interrelié plus que jamais, comme en fait foi le titre de son plus récent ouvrage, hein, sur les barbouillards de Nouvelle-Guinée, « Suivre Jésus et faire du business ». C'est bien, non? Ben oui. Suivre Jésus, c'est bon. Là. Oui. Faire du business, c'est mieux encore. Alors, en guise de préambule à son exposé, il faut finalement rappeler que Maurice Godelier est devenu aujourd'hui une vedette de YouTube, hein, sur le web aussi, par ses interventions publiques, comme celle à l'Assemblée nationale en France, où il s'est publiquement déclaré favorable au mariage pour tous. Sans conteste, il est l'anthropologue, mais aussi le sociologue, l'intellectuel le plus apte pour maintenant aborder le thème qu'il a choisi de discuter en votre compagnie au lendemain de l'obtention de ce doctorat honoris causa de l'Université de Montréal. Les sciences sociales sont plus nécessaires que jamais. Merci, Jacques, merci. Écoutez, j'ai beaucoup à vous dire. Et on va faire ça simplement. Je suis en train de travailler sur un livre qui s'appellera « Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ?»
En même temps, je vais vous dire que l'anthropologie, depuis longtemps, émancipée de ses racines occidentales. Si vous allez à Taïwan, si vous allez en Chine, actuellement, il y a des centaines d'anthropologues qui se sont appropriés ce que nous avons fait de façon critique et qui continuent maintenant à faire du terrain, à se connaître par eux-mêmes et à nous connaître. Donc, si vous voulez, lorsque j'ai entendu dire pendant un certain temps, et c'était vrai, que nous étions les agents de l'impérialisme occidental, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. On était, bien entendu, en Afrique, colonisé par les Français ou par les Anglais, ou en Océanie, comme moi, colonisé par les Anglais, par les Hollandais et par les Allemands. Mais on est arrivé, pour ma génération, j'ai 85 ans, on est arrivé à un moment où les systèmes coloniaux s'effondraient. Et ensuite, lorsque nous avons eu la critique postmoderne de l'anthropologie qui mettait en doute tout travail réalisé avant 1970, par exemple, aux États-Unis, il fallait comprendre que on doit toujours déconstruire une discipline, on doit toujours déconstruire les concepts et les résultats, mais pour pouvoir les reconstruire et pas pouvoir les dissoudre. Donc, aux États-Unis, on a vu une crise de l'anthropologie avec le postmodernisme, au départ avec des critiques fondées, mais déjà faites avant. Et ensuite, on a abouti souvent à la dissolution des cultural studies de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est un domaine de rigueur. C'est un domaine d'immersion prolongée. La sociologie implique aussi une immersion, mais vous travaillez avec d'autres méthodes que nous. Nos deux méthodes, nos deux disciplines sont complémentaires. Une anthropologie urbaine, c'est très difficile à faire. On ne peut faire qu'un quartier. Une sociologie urbaine est possible, vous comprenez. Donc c'est l'alliance de ces disciplines qui permettent de connaître des ensembles humains, petits ou grands, colonisés ou décolonisés, etc. Donc une longue présence sur le terrain. Une observation participante, bien entendu. Mais participer à quoi? Participer jusqu'où? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Et il y a deux étapes dans le terrain pour un anthropologue. Et moi, j'étais 7 ans sur le terrain, donc dans la même tribu, vous voyez, de Nouvelle-Guinée. Au début, on n'est pas invité. Les gens vous accueillent ou vous reçoivent, vous intègrent, plus ou moins vite, et vous dépendez de la vie des autres. On vous invite à un enterrement. On vous explique le mort, comment il est mort, par sorcellerie, etc. Bon. Les initiations masculines, là, si on vous y invite, c'est un grand honneur. Et c'est eux qui vous expliquent ce qu'ils font. Vous n'êtes qu'un enfant, vous n'êtes qu'un disciple, vous n'êtes qu'un étudiant. Initiation féminine pour un homme comme moi, c'était interdit. Mais j'ai quand même été invité par les femmes à y participer 2 fois. Et puis vous avez les phénomènes, par exemple, de l'Océanie qui est devenue une colonie britannique et allemande, ensuite décolonisée. Et regardez, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été confiée, la British Papua a été confiée par l'Angleterre. On confie, voyez, on confie, l'Angleterre donne à l'Australie en contrôle et subordination la Papouasie, et l'Allemagne perd le nord de la Papouasie, et c'est la Société des Nations qui donne à l'Australie je ne sais plus comment, en mandat, c'est ça, en mandat, le nord de la Nouvelle-Guinée. Donc vous voyez la disposition des autres par des puissances, et au moment où une des puissances perd la guerre, les autres puissances européennes se répartissent le territoire que la première avait gagné ou conquise. Bon. Donc ça vous montre aussi que on sort d'une époque énorme. Mais je vais vous montrer une anecdote
qui vous éclaire tout le XXe siècle jusqu'à nous. En 1853, en juillet 1853, après 250 ans d'isolement du Japon, une flotte de 4 vaisseaux, qu'on appelle les bateaux noirs en japonais, commandée par le contre-amiral américain Matthew Perry. Cette flotte entre dans la baie d'Uraga et, sous la menace des canons, exige du shogun d'ouvrir les ports du Japon au commerce occidental et d'abord aux Américains. Ensuite, ça a été les Allemands et les Français. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est très important. Ça devrait vous éclairer les transformations du XIXe siècle et du XXe siècle. L'élite japonaise, effrayée par l'idée d'être colonisée par les Européens, puisque quelques années avant, les Français, les Anglais, les Allemands, les Russes du tsar avaient commencé à dépecer la Chine. Hong Kong avait été livré à l'Angleterre, etc., etc., Canton, etc. Donc l'élite japonaise force le shogunat à démissionner. Et c'est la révolution de Meiji. Et quel est le nom de la révolution? C'est Wanton Yosai, adopter la science et les techniques de l'Occident sans faire perdre au Japon son âme. Vous avez compris? Bon. Or, le Japon avait fait la même chose au VIe siècle après Jésus-Christ. Et à l'époque, c'était Wanton Kansai, adopter le savoir de la Chine sans faire perdre au Japon son âme. Donc vous voyez que la question de se moderniser, ce n'est pas une question moderne. C'est une question qui se pose dans l'histoire, dans des décalages de développement entre des sociétés, et certaines sociétés veulent prendre les moyens des autres pour... Alors, regardez maintenant les mots d'ordre de la révolution Meiji. Faire du Japon un pays doté d'une armée forte. Faire du Japon un pays riche, encourager et promouvoir l'industrie. Or, il n'y avait pas d'industrie, mes enfants. La première réaction, c'était résister militairement. Or, pour créer une puissance militaire capable, comme ont fait les Japonais en 1902, de couler la première flotte occidentale tsariste qui a été coulée par un peuple de l'Asie indépendant, il a fallu industrialiser. Industrialiser, c'est se transformer à l'image de l'Occident. Mais pour industrialiser, il faut faire une réforme agraire. Parce qu'il faut prendre des paysans pour en faire des ouvriers. Et pour faire une réforme agraire, il faut anéantir ou annuler politiquement les relations aristocratiques de l'aristocratie japonaise avec les paysans. Donc, on ne peut pas se moderniser sans s'occidentaliser d'une certaine manière. Vous comprenez? On ne peut pas. Le premier gouvernement japonais, la moitié des ministres sont partis pendant 2 ans en Amérique, en France, en Allemagne, pour prendre ce qu'il y avait de mieux en Occident, avec l'idée de faire encore mieux. Toyota, vous savez, c'est bon ça, Honda. Moi, quand j'étais jeune, mon père n'achète jamais une voiture japonaise, c'est de la merde. Maintenant, c'est le premier producteur du monde. Bon. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils se sont modernisés forcément en important des technologies, des savoirs, mais aussi du point de vue politique et culturel. Alors, c'est là que c'est intéressant. On ne peut pas se moderniser sans s'occidentaliser pour une part. Mais les pays indépendants, je ne parle pas des colonies françaises découpées par les colonisateurs ou anglaises en Afrique, Côte d'Ivoire, tout ça n'existait pas.
C'est le pouvoir colonial qui a divisé et construit des dizaines de sociétés qui font des élections libres avec un seul parti, donc ce n'est pas tout à fait libre. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de vous transformer? Devant l'Occident, vous tracez une ligne rouge à ne pas dépasser, à ne pas s'occidentaliser plus. Et pour le Japon, la réponse a été très claire, très vite. On ne touche pas au shintoïsme et au bouddhisme, pas de christianisme, out. Et on ne touche pas à l'empereur. Jusqu'aujourd'hui, culte de l'empereur dans une monarchie dite constitutionnelle. Hein? Et la monarchie constitutionnelle du Japon d'aujourd'hui a été imposée à la fin de la guerre, vous vous rappelez, par le général MacArthur, qui a forcé l'empereur, qui n'avait jamais parlé à son peuple, c'était interdit, il a forcé à lire une déclaration que j'ai quelque part, et en anglais et en japonais. Et si je vous lis cette déclaration, vous allez voir comment on part d'une monarchie absolue, quoi, du temps, puisque, paraît-il, l'empereur devient un dieu après sa mort, quoi. Donc, ok, ça c'est leur problème. Et donc, on a forcé l'empereur Hirohito à aller à la radio et à lire la déclaration suivante. Les liens entre nous, empereurs, et notre peuple ont toujours reposé sur l'affection et la confiance mutuelle. C'est la politique, ça. Hein, bon. Ils ne dépendent pas des légendes ni des mythes. Vous vous rendez compte? Un empereur qui va devenir divin à sa mort, ils ne sont pas fondés sur la croyance fausse que l'empereur est divin. On a forcé l'empereur à la radio de déclarer qu'il n'était pas divin et que le peuple japonais est supérieur aux autres et a pour destinée de diriger le monde. Pourquoi la dernière phrase? Parce que dès que le Japon est devenu la première puissance économique de l'Asie, le Japon a envahi la Chine, la Mandchourie, plus tard le Vietnam. Il a été l'allié des nazis. Il a civilisé au nom du Japon l'Asie. Il s'est comporté comme une puissance occidentale, avec l'idée que les Japonais sont supérieurs à tout le monde en Asie. Vous comprenez? Bon, chacun sa fierté, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez maintenant ce que c'est que se moderniser? Ce n'est pas échapper à l'Occident, c'est impossible pour l'instant encore. Mais c'est pouvoir tracer des lignes rouges. Et les lignes rouges, pour vous, anthropologues et sociologues, c'est la mise en évidence d'aspects essentiels de son identité. On ne dépasse pas. Ça, on interdit. Donc la société, en se transformant sous pression ou à l'image ou contre l'Occident, institue un sanctuaire à ne pas toucher et qui est en fait le dépôt de son identité. C'est la façon pour eux de se maintenir en continuité avec le passé, avec la culture. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Alors, pour être dans la modernité, comprenez quelque chose. Si vous comprenez, si vous voyez ça, vous savez que lorsque le Japon a coulé la flotte tsariste, toute l'Asie a célébré le Japon. En Égypte, on a envoyé des Égyptiens au Japon pour voir, parce qu'ils avaient aussi, les Japonais en se modernisant, pour avoir l'air occidentaux, ils avaient copié la constitution du roi de Prusse. Vous vous rendez compte? Sans démocratie du tout, là. Hein? Pas de démocratie. Tout le pouvoir est dans l'empereur. Mais il y avait une constitution. Donc ils apparaissaient comme les plus modernes et les plus occidentaux d'un certain point de vue de l'Asie. Ok, très bien. L'effet a été énorme. Atatürk, en Turquie, contre l'Empire musulman, l'Empire ottoman, célèbre le Japon.
en Iran, mais l'Iran, ce n'était pas encore l'Iran, c'était la Perse. En 1906, on célèbre le Japon. Donc l'impact d'un pays qui a su résister militairement et industriellement, etc., et culturellement, a été énorme. Est-ce que vous voyez l'affaire? Alors, pour être moderne, c'est pour... je vais boire un coup quand même, parce que ça me... À mon âge, j'ai droit qu'à l'eau, c'est vraiment emmerdant, mais enfin, parce que comme ça. Alors maintenant, je vais essayer d'être moderne sur le contemporain. Je lis dans la presse qu'on a un péril jaune avec les Chinois, etc. C'est de la merde, mes enfants. Le monde est devenu capitaliste, entièrement capitaliste, le jour où deux grands pays, l'URSS, a dissous le communisme et donc des systèmes économiques centralisés qui merdaient complètement. Et Deng Xiaoping, en 1978, 2 ans avant la chute du mur, Deng Xiaoping avait révoqué complètement l'économie de Mao Tse-tung et fait entrer son pays dans le système capitaliste. C'est donc deux grands échecs communistes qui font que le système capitaliste est mondial. Il est le vrai et le premier système monde économique. Comme vous avez lu Braudel, vous savez que pendant longtemps, en France et ailleurs, on a décrété, il avait raison, que l'Empire romain, c'est un système monde, que l'Empire chinois, c'était une économie système monde. OK, monde parce que des centaines de sociétés étaient rassemblées autour de Rome comme le centre des échanges, peut-être même de la subordination coloniale, mais c'est pas... Ou bien pour la Chine, c'était... Mais c'était pas... C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un système économique, le capitalisme, qui contrôle toutes les sociétés, petites ou grandes, dans des rapports de force et d'inégalité. Des rapports de force et d'inégalité économiques et pas seulement économiques. Donc, regardez maintenant, revenez en arrière. En 1912, les puissances européennes colonisatrices, France, Angleterre, etc., contrôlaient 62% des terres émergées. Et la colonisation, rappelez-vous quand même les étapes. 16e, 17e siècle, le massacre et la disparition des Aztèques, des Incas, la colonisation de l'Amérique du Nord, le refoulement des Indiens, les mises en réserve, violence, mais c'est le capitalisme commercial qui domine là. 18e, 19e, supériorité scientifique, révolution économique en Europe, révolution agraire, révolution industrielle, supériorité militaire, révolution financière, création des banques et des banques centrales. Il n'y avait pas d'électricité dans le monde musulman. Le premier acquis des Turcs, c'est le télégraphe pour faire la guerre. Le premier traité d'une langue européenne en turc, c'est un traité d'artillerie française. On comprend la résistance des peuples à la domination. Donc, si vous prenez... il y a 2 étapes énormes de la domination de l'Europe et de l'Occident. Mais l'Amérique vient très tard. L'Amérique n'intervient qu'au 19e siècle, vraiment. Je parle des États-Unis. Hein. Avant, c'est les Français, les Anglais, les Hollandais, etc. Et les restes des empires espagnols, portugais. Bon, donc 17e, 16e, 17e, c'est le capitalisme commercial qui domine. Et c'est une violence terrible sur les sociétés. Christianisation forcée. Vous avez été en Amérique latine, tous les gens sont catholiques, bien sûr, ou protestants maintenant. On a éradiqué ou voulu éradiquer les religions. On a détruit l'Empire Inca, l'Empire Aztèque, etc., etc. Bon. Le 19e siècle, c'est la supériorité militaire, financière et économique. Et c'est la fin de la conquête mondiale.
N'oubliez pas 1900, attendez que je vous dise, 88, Congrès de Berlin, les Européens se partagent l'Afrique. Le partage général de l'Afrique. Vous comprenez? Bon. Alors, nous sommes maintenant, depuis 1950, si vous voulez, il y a, comme j'ai dit hier à ma soutenance de thèse, j'ai passé mon examen hier, nous sommes dans un monde qui est fabriqué, vous, moi, depuis 1950. En 1950, c'est quoi? C'est la victoire des Alliés avec l'URSS contre les systèmes nazis anti-libéraux, pro-capitalisme, mais contre toute démocratie, parti nazi, parti fasciste et l'axe japonais. Le Japon se rallie à l'Allemagne nazie. Il a fallu donc 2 bombes atomiques pour faire arrêter les Japonais dans la guerre. Hein? Bon. Premier grand événement qui remodèle le monde. Deuxième grand événement, 1960-1980, l'effondrement et la disparition de tous les systèmes coloniaux. Tous. Ça ne veut pas dire qu'après l'effondrement ou la disparition des systèmes coloniaux, les pays qui étaient colonisés ne sont pas dans un rapport de subordination postcoloniale, hein, puisqu'ils n'ont pas l'industrie non plus, ils n'ont pas, etc. Et s'ils ont des ressources utiles aux Européens, aux Américains, on leur achète à bon prix pour leur vendre à meilleur prix. Donc on connaît tout ça. Hein. On n'est pas des cons, on regarde la réalité. Donc effondrement et disparition, et alors émerge comme seule puissance occidentale dominante, superpuissance, nos camarades à côté, là, les Américains, hein, les États-Unis. OK? Et bien ensuite, après la disparition des empires coloniaux, 1990, disparition du système communiste en URSS et en Asie centrale. C'est incroyable. Et transformation de toutes ces économies planifiées en économies capitalistes. Premier grand mouvement d'expansion du capitalisme. OK? Mais quand Gorbatchev se rend en 89, c'était en 89, attendez. Quand Gorbatchev se rend à Pékin, Deng Xiaoping lui dit qu'il a foutu la merde puisqu'il dissout le Parti communiste et il a donc trahi. Et Deng Xiaoping avait déjà pris la décision de faire entrer la Chine dans le système capitaliste. 4e grand événement mondial. Alors, regardez bien aujourd'hui, quand j'entends que le péril jaune et tout ça, mais c'est des conneries, mes enfants. La Chine devient 2e pays capitaliste au monde, 2e puissance économique. Mais est-ce que la Chine va faire comme l'Europe, envahir le Japon, le coloniser, imposer... est-ce qu'il va envahir c'est pas possible. Nous, on a vraiment dominé, envahi, transformé, etc., éradiqué, détruit, construit. On ne peut pas imaginer que les Chinois vont se mettre à envahir les États-Unis demain. Enfin, le capitalisme, c'est la concurrence. Concurrence entre les entreprises, concurrence entre les pays. Ben, ils sont devenus les 2e, ils seront peut-être les premiers dans 10 ans. Ils vont avoir un pouvoir politique mondial. Mais jamais on peut voir aujourd'hui qu'ils vont envahir d'autres pays pour imposer le communisme Xi Jinping. Donc soyons un peu sérieux et connaissons un peu d'histoire. Connaissons des rapports de force, des rapports d'intérêt. Et il faut se souvenir de notre passé quand même, non? Car qu'est-ce que c'est coloniser? Ben, moi j'ai été dans un pays colonisé et 7 ans après mon arrivée, c'est les Européens qui l'ont décolonisé, n'est-ce pas? La Papouasie est devenue libre et indépendante. Par qui?
par le Parti socialiste australien. Sous quelle pression? Des Nations Unies. Vous vous rendez compte de l'autonomie interne? On vous donne l'indépendance, et bien évidemment, on vous contrôle votre économie. Mais enfin, ça, c'est autre chose, ça. Donc, entre la Chine et les États-Unis, c'est une compétition capitaliste de haut niveau. Nous sommes en Europe de moyen niveau, d'autres pays sont encore plus loin. Et voilà la situation actuelle. C'est dans cette situation mondiale qu'on travaille, au niveau local comme au niveau plus global. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait quand on travaille sur le terrain et avec qui et dans quelle situation. Le 5e grand événement, mes enfants, vous le savez, c'est les Twin Towers. Les Twin Towers. La superpuissance américaine perd 3000 personnes en un jour de façon totalement inattendue, là. Donc, l'Amérique est accessible. Il n'y avait jamais eu de guerre avec l'Amérique sur son territoire, il peut y en avoir. Même les fusées de Corée peuvent atteindre, paraît-il, les États-Unis. Maintenant, alors, qu'est-ce que vous voyez après? Qu'est-ce que vous voyez après vous voyez l'intervention en Afghanistan et vous voyez la naissance de 3 guerres successives. L'Irak, maintenant la Syrie, et vous voyez que je lisais dans le New York Times le vendredi dernier, dans l'avion, je ne sais pas si vous m'entendez, oui, vous m'entendez? Les reporters américains avaient été contrôlés par la police complètement pour leur investigation en Syrie, pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc, ils ont, les femmes interrogées dans les ruines, elles ne pouvaient pas parler parce que la police syrienne, c'est la torture aussi, hein. Mais les 2 reporters américains disaient ceci: 500 000 morts, 4 millions de réfugiés dans d'autres pays, c'est la merde, quoi. 7 millions de familles sans abri. Ça continue encore, c'est pas tout à fait terminé. Je ne parle pas de la destruction de l'Irak, etc. Donc, si vous voulez, avec ce qui s'est passé, l'hypothèse idiote américaine d'aller créer la grande démocratie du Moyen-Orient, en soutenant l'Arabie saoudite, qui n'est pas une démocratie, mais une royauté où les gens ne sont pas des citoyens, mais des sujets, et en soutenant le wahhabisme, qui a donné le salafisme et qui a donné une partie du terrorisme, quoi. Contre les chiites, qu'est-ce que nous, Européens, on a à faire de la division des musulmans entre chiites? C'est leur problème. Et ça a commencé avec la mort du prophète quand même, non? On le sait, ça. Enfin non, les Européens ne savaient pas, il y a 20 ans, qu'il y avait des chiites et des sunnites. Il y avait des musulmans. Une ignorance totale. Totale. Donc, vous voyez le monde dans lequel nous sommes maintenant. Et le dernier grand événement, il n'est pas provoqué par des nations particulièrement. C'est, depuis 20 ans, vous, nous, tous, on commence à être conscients des destructions de la nature que l'humanité a provoquées. On commence à être conscient de ce que les économies hyper-productives qui veulent détruire parce que ça fait du profit. Regardez Bolzano, là maintenant, 78 000 foyers allumés par des pauvres, hein, ou par des riches qui veulent agrandir, pas seulement les pauvres paysans, les très riches paysans veulent agrandir d'énormes surfaces pour l'élevage et détruisent l'Amazonie. Donc on est devenu conscient, le 6e grand événement, c'est qu'à notre siècle, on hérite de la responsabilité de protéger la nature, peut-être même de la restaurer.
peut-être même de restaurer des morceaux, quoi, pour continuer. Pas pour nous, mais pour nos descendants. Donc voilà le tableau que je voulais vous présenter. Un peu des conditions de... Ça m'emmerde un peu ce truc-là. Tu pouvais l'enlever. Si je peux le retirer, ça ne te gêne pas? Oui, oui, mais je peux... Vous allez comprendre si je parle, ça marche? Bon. Alors donc, vous voyez dans quelle situation de rapport de force, de rapport d'intérêt, de rapport d'inégalité culturelle nous sommes. Il faut en être conscient, c'est notre environnement, c'est notre condition d'existence. Alors je vais vous montrer, j'ai fait pour moi un petit tableau de ce que l'Occident a fait de bien pour lui-même. C'est-à-dire pour vous, pour nous, là, de quoi on jouit, là, les gars, hein? Bon. Nous, les Français, on a eu un type très fort qui s'appelait Jules Ferry, vous vous rappelez, ministre de l'Éducation. Alors il a fait du bien au peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Éducation libre, gratuite et obligatoire pour tout le monde, les pauvres comme les riches. C'est bien. Et c'est le grand ministre qui disait « coloniser, c'est civiliser ». D'un côté, pour nous, l'éducation libre et gratuite, et un peu contre les curés, hein, parce qu'en France, les 2/3 de la terre appartenaient à l'Église. Les Canadiens, vous vous rappelez quelque chose là-dessus, non? Bon. Et l'Église catholique était contre la République au XIXe siècle et non pas pour la démocratie. Donc les instituteurs étaient considérés comme les rouges, puisqu'il n'y avait pas d'éducation religieuse dans les écoles publiques. Donc on connaît tout ça. Hein. L'Occident est capable de donner du bien à lui-même. Coloniser, c'est aussi, pas seulement civiliser, les gars, c'est qu'il y a du pétrole, hein. C'est qu'il y a de l'or, c'est qu'il y a des terres rares. Le problème, c'est pas qu'il y ait des terres rares et qu'on les achète, c'est qu'on les achète à des prix qui ne sont pas tellement convenables. Mais les rapports de force industriels et économiques ne sont pas des rapports de charité, mes enfants. Ce n'est pas des rapports d'amour dans l'économie, hein. C'est des rapports de profit. Et quand vous faites des équations économiques, vous maximisez ou vous optimisez. Donc si vous avez fait des mathématiques, vous savez ce que c'est que maximiser une équation? Bon. Alors moi j'avais fait pour moi-même, ça va vous amuser, un tableau de ce que l'Europe avait fait de bien pour elle-même, enfin l'Europe et les États-Unis, hein, c'est pas... Oui, oui. Alors, écoutez, la démondialisation n'est pas possible. Hein. Il y a des courants qui pensent qu'on peut démondialiser l'économie. On peut faire comme Trump, faire un petit effort de protectionnisme, et quand il aura produit beaucoup de voitures, c'est nous en France qu'on va les acheter parce que ça a trop de voitures pour les Américains. Donc le protectionnisme, c'est bon pour un moment, mais après, il faut ouvrir pour le libéralisme, non? Bon, on connaît ça depuis le XIXe siècle. Alors, regardez ce que j'ai trouvé que l'Europe, enfin les Occidentaux, hein, avaient fait pour eux-mêmes. Vous pouvez prendre la liste, comme ça vous êtes content de vous-même. Alors, première chose qu'ils ont fait de bon pour eux-mêmes depuis le XVIIIe siècle, c'est le capitalisme, non? Bon. Alors, je vous ai dit qu'il était mondial. Mais la deuxième chose, c'est l'État-nation. Vous vous rendez compte que les gens qui s'opposent à l'Occident, par exemple s'opposent au capitalisme, comme M. Xi Jinping, qui est normalement contre l'Occident capitaliste quand même, non? Quelque part, puisqu'il est communiste. Il s'appelle République populaire de Chine. Mais où on a inventé la notion de république, mes enfants? Res publica, ça vient de quoi, ça? Du latin, non? République islamique d'Iran. Mais comment des gens qui refusent l'Occident peuvent vivre dans une nation, alors qu'il n'y avait pas de nation?
et en plus baptiser leur nation République. C'est pas mal, non? Difficile d'échapper, hein? Difficile. Alors après, ce qu'a fait de bien l'Occident, c'est la démocratie pluripartite. Plusieurs partis qui reposent sur la souveraineté du peuple, qui peut s'exprimer à travers des partis. Et écoutez bien, le plus beau, c'est qu'on a la séparation du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Et c'est inscrit dans une constitution que l'on peut amender et enrichir. OK? C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'a fait l'Occident pour lui-même? S'il y a la démocratie, il a fallu défendre les droits de l'homme. La liberté pour chacun de penser, de s'exprimer et de se rassembler. Et après, plus on avance dans la fin du XXe siècle, avant-hier, c'est la défense de l'égalité des hommes et des femmes. Bien sûr, avant l'instruction obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles. Et puis, quand même, responsabilité de l'État vis-à-vis des plus déshérités, des plus dépendants. Une obligation étatique. Et alors, pour les Français, je m'excuse, on a fait un coup terrible, séparer la religion de l'État. Donc, en France, on a le droit de ne pas avoir de religion ou d'avoir une religion. Ça n'intéresse pas l'État. On a donc toute liberté de suivre sa religion, n'importe laquelle. D'ailleurs, le catholicisme en France a quand même un petit peu... On est le peuple le moins catholique certainement de l'Europe. Mais on a maintenant 7 millions de musulmans, etc., quand même. Hein. C'est le peuple européen qui a le plus de musulmans. L'Allemagne en a 1 500 000 qui sont des Turcs musulmans. Bon, okay. Donc l'État garantit aux citoyens la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est... Alors, je prends pour m'amuser, hein, je prends ces composantes de ce qu'on s'est fait du bien pour nous-mêmes. Alors, je vous demande, je prends l'Arabie Saoudite, là. C'est une royauté. Il n'y a pas de citoyens. Il y a des sujets. Il n'y a pas de séparation du politique et du religieux. Donc, il n'y a pas d'autre religion que l'islam, c'est la terre du prophète. La main-d'œuvre est pratiquement étrangère, pakistanais, indiens, égyptiens. Les technologies viennent toutes de l'Occident, le pétrole et tout. La maintenance est tout à fait occidentale. Mais l'Arabie saoudite est alliée militairement avec les États-Unis contre le chiisme, contre le Yémen, enfin, etc., etc. Et donc, il y a eu un traité. Et donc, j'ai étudié un petit peu l'histoire de... C'était très intéressant. En 1742, dans l'Arabie saoudite, il y a Mohammed bin Wahab, qui est un homme qui critique les mauvais musulmans de la Mecque, qui ne sont plus vraiment des musulmans, ni à Médine. Et il est expulsé de sa tribu. Moi, je connais toutes les tribus de ça. C'est très important. Hein. La tribu, c'est pas disparu, mes enfants. Les tribus sont nos contemporains. C'est pas des vestiges du paléolithique. Hein. Allez donc en Afghanistan et partout, ce sont des tribus qui exercent une certaine... Ils partagent avec l'État la souveraineté. Les gens sont armés. En France, les Français sont désarmés. Pas les Américains, d'ailleurs. D'un côté, là. Hein. Bon. Donc, l'Arabie saoudite, alliée de... Alors, Mohammed bin Wahab rencontre... Il est expulsé de sa tribu parce qu'il foutait la merde, en les critiquant tout le monde du point de vue religieux. Il voulait un rigorisme et un retour. Et il rencontre un petit chef local qui s'appelait Mohammed bin Saoud.
Bon, l'Arabie saoudite n'existait pas. C'était l'Arabie, le désert d'Arabie. Et il scelle une alliance, il faut reconquérir Médine et la Mecque pour apporter la vraie foi, restaurer la vraie foi. Enfin, c'est un peu comme chez nous, j'apporte la foi et tu apportes le sabre. Donc le sabre et la foi, ça marche. Les Français ont fait ça aussi, hein, avec les catholiques et tout ça. Et donc ils conquièrent, mais le 19e siècle, ça ne marche pas, et ils reconquièrent les deux villes à la fin du 19e siècle. Et c'est un descendant, le grand Mohamed Ben Saoud aussi, qui fait venir les Américains pour exploiter l'Arabie saoudite, pour exploiter l'Arabie qui devient Arabie saoudite. Et avec qui il fait l'alliance, mes enfants? Avec deux compagnies américaines de pétrole qu'on appelle Texaco. N'est-ce pas? Et aussitôt après la guerre, Louis le Grand, Eisenhower, sur un bateau de guerre, signe une alliance avec l'Arabie saoudite pour protéger l'Arabie saoudite contre tous ses voisins et ses ennemis, donc l'Irak et l'Iran. L'Irak en majorité chiite, mais dominé par les sunnites, et l'Iran qui est chiite. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, français, avec la combinaison chiite-sunnite? Je ne suis même pas catholique, alors. Alors, la Russie de Poutine, si j'applique les bonnes choses, c'est un capitaliste, non? Un peu compliqué. C'est un État-nation, c'est une nation polyethnique en plus, multiculturelle. Il y a une démocratie, il y a même une opposition, sauf que les candidats aux élections sont mis en prison avant de se présenter, hein, la semaine dernière. Hein. Donc on a quand même un pluripartisme, mais il n'y a pas de séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Je suis en train de vous mener vers une réalité qu'on appelle les démocraties illibérales, ce qui est la contradiction fondamentale, non? Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie illibérale? J'ai trouvé l'auteur de ça, c'est dans Foreign Affairs, la revue américaine, il y a 25 ans à peu près, il y a un Iranien, probablement exilé et politologue, qui a lancé le concept de démocratie illibérale. Une démocratie illibérale, c'est une démocratie constitutionnelle qui, par exemple, n'applique pas la Constitution. Ça peut arriver, non? C'est une démocratie constitutionnelle qui applique la Constitution, mais qu'avec un seul parti, donc on n'a pas d'opposition. C'est ça le monde dans lequel nous sommes, mes enfants. Quand vous allez en Afrique, Côte d'Ivoire et tout ça, ex-colonie française, il y a des élections, mais elles sont truquées complètement. Elles sont complètement truquées. Il y a toujours des révoltes après les résultats. Donc la démocratie n'est pas étendue sur le monde entier. Faites une carte, une planisphère des démocraties, il ne va pas y avoir beaucoup de zones blanches. Il y aura beaucoup de zones mêlées. Même, regardez maintenant en Europe, la Hongrie maintenant, démocratie illibérale, catholique, refusant tous les réfugiés musulmans au nom du christianisme. Regardez la Pologne catholique. Bon, donc, je ne parle pas de l'Italie, non, chut. Nous sommes des amis, arrête. Donc, je ne vais pas continuer comme ça, mais vous comprenez dans quel monde on vit maintenant. C'est-à-dire un monde dans lequel l'Occident va payer cher 300 ans de domination mondiale. C'est le backlash. Poutine refuse l'Occident. Et par exemple, je lisais le dernier livre sur Xi Jinping il y a 15 jours, fait par des experts français, etc., vraiment des gars qui sont en Chine tout le temps. La Chine, maintenant, est le champion du libéralisme économique. À Davos, l'année dernière, contre Trump, Xi Jinping a dit
je défends le marché mondial et le libéralisme contre le protectionnisme. Mais vous vous rendez compte, Mao Tse-tung, qui entend Xi Jinping dire « je suis maintenant le chantre du libéralisme économique capitaliste », le mec, même s'il a une âme, je pense qu'il a une âme, Mao Tse-tung, il avait une âme quelque part, il doit pas être content, quoi. Il ne doit pas être content. Alors, maintenant, je vais revenir pour vous faire plaisir à une donnée d'anthropologue dure et pure, là. Dure et pure. Je vais vous inquiéter un peu avec un résultat anthropologique scientifique. J'ai fait, il y a quelques années, tu le sais, j'étais avec des médecins, et vous savez qu'en France, maintenant, beaucoup de vieilles personnes meurent dans les hôpitaux. Ils ne sont pas dans la famille, ils n'ont plus de famille, ou la famille les exclut, et ils meurent dans des hôpitaux, dans ce qu'on appelle des départements de soins palliatifs. Et donc, il y a une mutation dans tous ces hôpitaux, c'est que le médecin, au lieu de guérir et de rendre la vie, il accompagne quelqu'un qui va mourir, et même va l'aider à mourir, par une injection ou n'importe. Les infirmières, au lieu de soigner un patient, elles remplacent des parents absents. Elles donnent des belles paroles, enfin des trucs comme ça, quoi. Donc, des médecins m'ont demandé est-ce que vous, anthropologues, vous pouvez nous donner une vision de la mort? Putain, comment dire en français? Putain, les gars, il faut le faire. Hein. Donc, je réunis des collègues. Alors, j'ai pris des grands spécialistes de l'islam à la Sorbonne, spécialistes du bouddhisme, spécialistes de la Grèce antique, spécialistes de Rome, spécialistes du Moyen-Âge chrétien, Jean-Claude Schmitt, le disciple de Le Goff. Enfin. Et puis, j'ai pris des gars comme nous, des tribaux, quoi. Hein, alors, bien sûr, j'ai traité de la mort chez les Barouillas, mais on avait des spécialistes d'Amazonie, de trois religions tribales, et des spécialistes d'Australie, un spécialiste d'Australie, etc. Donc, je me suis retrouvé avec 14 textes courts mais durs, hein, vraiment. 13 plus moi. Et avec l'obligation d'écrire l'introduction. Donc j'ai eu la chance, par rapport à mes collègues, de les lire, tous, et de me lire. Et écoutez, quand vous... Alors c'est ça l'anthropologie et les sciences sociales, c'est le comparatisme qui est notre laboratoire. Hein, un sociologue, regardez notre ami Max Weber. Ah, Max Weber, il faut que tu lui dises qu'il s'est planté sur la Chine. Vous vous rappelez qu'il avait écrit que la Chine est incapable de passer au capitalisme, que c'était un régime patrimonial avec des lettrés fonctionnaires, mais moi je suis un lettré fonctionnaire d'ailleurs. Il s'est planté complètement, malgré son immense... Parce que, il y a, je ne sais pas si vous avez lu Max Weber, mais relisez les passages où il dit que toutes les autres sociétés et civilisations sont inférieures à l'Occident, que la médecine chinoise c'est bien, mais la médecine indienne c'est bien, mais il leur manque, que bien sûr de trouver le yin et le yang c'est bien, mais ils n'avaient pas la chimie moléculaire et tout. Mais c'est des conneries. Parce que quand ils avaient eux la médecine, nous on n'avait rien. Donc il fallait faire le tableau par époque. Et non pas stigmatiser en bloc l'Orient. Donc, comme la plupart des sociologues sont weberiaux, marxistes, postmodernes et tout, je vous dis tout de suite, je ne suis pas pour postmoderne. Hein. Bon, passons là-dessus. Mais là, Weber s'est planté. C'est important pour nous de découvrir pourquoi et tout ça. C'est qu'il avait un préjugé
de supériorité de l'Occident anhistorique, c'est ça le problème, anhistorique, qui lui a fait écrire des monstruosités. Marx aussi, mais les gars, je ne vais pas faire le procès des mecs qui sont morts quand même. Non. Voilà. Alors je reviens à mon problème. Je suis avec 14 textes, les gars. Religion monothéiste. Donc j'ai la spécialiste française du judaïsme. Judaïsme. Donc j'ai les juifs. J'ai spécialiste de l'islam de la Sorbonne. J'ai le spécialiste sur le christianisme du Moyen-Âge et de l'Antiquité. J'ai 2 spécialistes du bouddhisme, le bouddhisme Thaï et un autre bouddhisme. J'ai le spécialiste chinois du taoïsme, etc. Bon, magnifique les gars, hein, de lire 14 textes comme ça. Et qu'est-ce que je découvre? Quelque chose d'inattendu. Je découvre un invariant transhistorique. Je découvre quelque chose de profond dans les cultures et dans la vie que partagent toutes les religions, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes, qu'elles soient tribales ou à prétention universelle, qu'elles soient pour le salut, paraît-il, non, les chrétiens, ou la délivrance de la souffrance, pour l'hindou et pour le bouddhiste, et je découvre un invariant propre à toutes les religions. Alors ça emmerderait les curés. Hein. Alors quel est l'invariant? Et vous allez voir que vous allez le reconnaître tout de suite. Dans aucune des religions, la mort ne s'oppose à la vie. Dans aucune des religions, la mort ne s'oppose à la vie, parce que la vie continue après la mort pour toute religion. Alors, si la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'oppose à quoi? À la naissance. Et la mort, c'est une disjonction. Pour toutes les religions, il y a un cadavre. Si je suis chrétien, il y a une âme. J'ai une âme, mes enfants. Toc. Mais si je suis bouddhiste, j'ai 32 âmes à cause des 32 tâches du corps du Bouddha. OK, why not? Pourquoi pas 32? Tout ça, c'est purement spéculatif et purement imaginaire. Il n'y a aucun moyen personnel, collectif, de vérifier la vérité de cette proposition, n'est-ce pas? Bon. Alors, écoutez bien. Faites un peu de mathématiques sociologiques. Si la mort est une disjonction, alors la naissance est une conjonction. Mais qu'est-ce qui se conjoint? Alors vous allez rigoler, vous allez dire, bah, il faut faire l'amour, les gars, quoi, un homme et une femme. Dans beaucoup de sociétés, un homme et une femme ne suffisent pas à faire un enfant. Et chez les chrétiens, qu'est-ce qui introduit l'âme qui va animer le fœtus dans le corps de la femme? Est-ce que vous avez fait de la théologie chrétienne? C'est Dieu qui dit, à chaque instant aujourd'hui, encore, dès qu'une femme est enceinte, c'est lui qui, au moment où il le veut et sous la forme où il le veut, introduit l'âme dans le fœtus d'une femme. Ça, vous ne le savez pas. Bon, pourtant, vous êtes chrétien quand même, non? Vous devriez l'être, ou vous pourriez l'être. C'est pareil chez les musulmans, à la mort, il y a les 2 anges qui viennent retirer l'âme, 2 autres anges présentent l'âme à Dieu, et il est jugé. Bon, écoutez bien ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que pour beaucoup de sociétés, le rapport sexuel, le sperme et tout ça ne suffisent pas à faire un enfant. Ça suffit à faire un fœtus. Et pour que l'enfant devienne, allez en Afrique, c'est un ancêtre qui se réincarne, et en se réincarnant, il anime le fœtus, et il devient un être nouveau, qui est un ancien réincarné. Chez les Barouillas, c'était comme ça. Chez les chrétiens, c'est Dieu qui intervient, ou c'est Allah, je ne sais pas, pas chez les monothéistes. Donc, le sperme et les sécrétions vaginales, etc., les gens
c'est pas leur interprétation complète de la naissance et de la vie. Il y a toujours un principe qu'on appelle, nous, spirituel. Mais c'est plus compliqué que dire un principe spirituel, puisque c'est une âme. Donc c'est une réalité qui peut même un peu apparaître après, quand le mort peut réapparaître. Les mauvais morts qui réapparaissent, qui font chier les vivants, tout ça. Mais attention, si les morts vivent après leur mort, il y a un séjour des morts. C'est logique, non? Alors, chez les Barouillards, il y avait 2 séjours des morts, quand j'étais chez les Barouillards, mes copains, là. Soit certains clans enterrés, donc c'est la disposition du cadavre, là, hein. Soit ils exposaient sur une plateforme pour être bouffés par les animaux, et les jus du mort tombaient sur les tarots, et on replantait les tarots du mort dans le jardin de ses descendants. Un cycle de la mort et de la vie. Bon, passons. Et pour les autres clans, ils vivaient dans les étoiles. Ils vont dans les étoiles. Alors, écoutez bien, j'étais sur le terrain lorsque le premier homme a marché sur la Lune. Et mon épouse de l'époque m'a envoyé, quelques semaines après, Paris Match, avec les photos sur la Lune. Moi, je dis ça aux Barouillards. Il y a un homme qui est... Je leur fais voir les photos, des scaphandres, là. Donc, aussitôt, les types me disent, mais quoi, tu peux m'expliquer comment? Parce que tu peux m'expliquer comment vous avez été chez les morts? Alors, j'ai fait un cours sur les fusées qui sont plus grosses que les avions, donc on met du pétrole, ça va plus loin qu'un avion. Un avion, ça va comme ça, ça va comme ça. Putain. Ok, c'est dur d'expliquer ce que je ne comprends pas moi-même. Et alors, après, quelques mois plus tard, le grand chaman, quand il m'a expliqué, il m'a donné des mythes fondamentaux, on était cachés tous les deux. Après m'avoir éduqué pour m'expliquer la naissance du monde, lui, il m'a expliqué tout ça en 25 minutes. Hein. Un mythe, hop. Alors à la fin, il me dit, tu peux me dire vraiment comment vous allez sur la Lune? Et moi, j'étais incapable. Lui, il me propose un mythe global. Moi, je ne pouvais même pas lui donner des fragments de physique. Alors, non, mais vous voyez. Alors, attends une seconde, j'ai fini maintenant. Parce que... Alors, s'il y a un séjour des morts, mais il faut que soyez logique. Il y a 2 choses qui se passent. Il y a une partition dans les religions. Il y a un séjour des morts où il n'y a pas de jugement post-mortem, et pour nous, les catholiques, les musulmans et tout ça, on l'a dans le cul. On est jugé après pour ce qu'on a fait dans la vie. Et qu'est-ce qu'on nous offre? Alors, si je suis catholique, on va m'offrir certainement pour moi l'enfer. Si je suis hindouiste, je retourne dans la roue des renaissances, puisque tout individu, c'est la réincarnation de quelqu'un. Et je suis pesé, mon âme et mes mérites sont pesés par Yama, le dieu de la mort. Yami, c'est la déesse, sa sœur de la vie. Et je suis renvoyé dans la roue des renaissances pour recommencer une vie où et sous quelle forme? D'où la peur de renaître dans un chien. Vous vous rendez compte? Ou dans d'une caste inférieure. Aujourd'hui encore, hein, c'est pas de la blague pour la vie des gens. Et si vous avez accumulé beaucoup de mérites face à la société, eh bien, vous devenez un ancêtre auprès des dieux. Et une partie de vous-même, alors moi je ne sais pas ce que c'est, une partie de vous-même qui est Brahman, c'est un élément de l'esprit universel qui soutient le monde. Vous redevenez une partie de l'esprit universel. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Les religions, c'est des spéculations, c'est des constructions imaginaires qui ont leur logique. Mais bon, c'est dur d'être historien des religions. C'est très dur. Alors maintenant, j'arrive chez les Barouillards, il n'y a pas. Vous allez dans votre village sous terre,
il n'y a pas de jugement post-mortem. Donc posez-vous la question, quand est-ce que l'humanité a inventé, non pas l'idée que la mort n'est pas la fin de la vie, je pense que depuis des centaines de milliers d'années c'est comme ça, mais quand est-ce qu'on a inventé l'idée qu'on sera jugé après la mort pour ce qu'on a fait pendant la vie? Alors j'ai cherché, je ne dis pas que j'ai trouvé, mais il semble que l'idée du jugement post-mortem soit née vers 3000-3500 dans les grandes religions orientales, parce que l'Orient c'était les civilisations les plus développées, mais c'était les civilisations d'une violence étonnante, où on rasait les villes, on emmenait 50 000 personnes comme esclaves, etc. C'était la manière de vivre et de... Bon, la terre et les hommes appartenaient à ceux qui les conquéraient, c'est tout, quoi. On n'est pas dans le même monde et pas avec les mêmes principes de morale. Donc je pense que c'est dans l'Orient, et c'est dans l'Orient que naissent les grandes religions en même temps. C'est dans l'Orient que vers 3000, quand il se développent les villes et la violence du deuxième millénaire, etc., que les hommes ont pu penser que même le roi, Nabuchodonosor, même le plus grand des rois ne pourra pas rendre complètement la justice. Et que seul un Dieu peut rendre la justice. Seuls les dieux peuvent rendre la justice, mais même pas les hommes. Vous comprenez? Et c'est là qu'a pu s'inventer l'idée qu'on sera jugé pour les belles choses qu'on a faites, les mauvaises choses qu'on a faites, pas seulement par les hommes, mais par les dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je suis très emmerdé parce que je suis sûr d'aller en enfer. C'est un peu long, cette affaire. Alors, les catholiques avaient inventé un truc que ni les protestants, ni les orthodoxes n'avaient. 12e siècle, fin 12e siècle, 13e siècle, Le Goff écrit un très grand livre sur la naissance du purgatoire. Alors, regardez les enjeux politiques et tout. Les seigneurs étaient très emmerdés, quoi. Alors, on ne peut pas négocier un peu pour... Donc, ils ont inventé le purgatoire. Le purgatoire, c'est... Tu vas rôtir un peu, quoi. Tu vas souffrir un peu, mais l'issue, tu vas au paradis. Parce que seuls les saints vont direct au paradis, c'est le RER direct. Paf, pouf. Tandis que les autres, ils ont fait beaucoup de péchés, mais il faut se démerder avec Dieu. Donc on a inventé le purgatoire, tu y vas pendant 1000 ans, 2000 ans, mais ta sortie est assurée, tu vas quand même... Ça n'existe pas dans la Bible ni dans le Nouveau Testament. Et vous voyez, donc les chrétiens, les catholiques ont vendu des comment on appelait? Des indulgences? Des indulgences. Donc j'arrive à la banque catholique, j'ai 1000 €, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu peux me redonner, me déduire à peu près 50 jours de purgatoire? Bon, si je suis riche, c'est 1000 jours et tout. D'où le protestantisme. Le refus par Calvin de ce trafic des indulgences, de ce mercantilisme incroyable. Enfin, c'est de la corruption, quoi. C'est de la corruption. Et donc le protestantisme est un refus de la corruption chrétienne, catholique, à une certaine époque. Réforme. Et ensuite, les catholiques font la contre-réforme. Voilà, je vous ai un peu expliqué le monde d'aujourd'hui, non? Vous avez même devant vous votre avenir dans l'enfer ou dans le paradis. Je ne peux pas faire plus. Merci.